Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo qui sera consacrée à une brève introduction d'un service Azure très utile dans le monde des conteneurs. Ce service en l'occurrence est Azure Container Registry. Alors ce service existe déjà depuis quelques années et c'est un service en fait qui a pour objectif, comme son nom l'indique, d'être un dépôt, une registrie pour des images de containers. Donc on va parler ici en fait d'une private Docker Container Registry, et là je fais une opposition avec, des registries, publiques telles que la registrie, le Docker Hub ou, la MCR, de Microsoft. Et donc cette private Container Registry en fait, est, basée, sur un format open source, qui est le format, Docker Registry, 2.0. D'accord? Le but de cette registrie, bien entendu, c'est de stocker et de gérer, des images, mais pas que. Donc effectivement, elle va permettre de stocker, des images, de conteneurs, mais elle va pouvoir également permettre de stocker, d'autres artefacts, comme notamment, des charts Helm. Et puis un point souvent qui est ignoré, et pourtant qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ce service, Azure Container Registry, est également capable en fait de builder, de construire, des images de containers directement, depuis Azure, et on regardera ça après, dans le détail au long de cette vidéo. Alors, première chose, comment on va déployer ce service Azure Container Registry? Là encore, on va retrouver, des choses que vous connaissez, à savoir qu'on peut avoir une approche, complètement, impérative sur ce déploiement ou une approche déclarative. Donc en impératif, on est sur du classique, on va pouvoir déployer, une Azure Container Registry, directement depuis, le portail d'Azure ou, via de la ligne de commande, CLI, du PowerShell ou plus généralement, tout ce qui va utiliser, les API REST d'Azure. De manière déclarative, on va pouvoir, utiliser, un déploiement, de type ARM, donc le Azure Resource Manager, les templates en JSON tout à fait classiques. Désormais, on peut utiliser également le DSL au-dessus de tout ça qui est Bicep, et puis bien entendu, on peut utiliser du Terraform ou encore, de l'Ansible pour faire, tout cela. Donc là encore, les interfaces de création sont relativement simples, et puis quand on va créer des nouveaux objets, en fait, on va simplement, comme on le fait souvent, avec la plupart des ressources dans Azure, choisir, l'abonnement, de destination, le ressource groupe de destination, le nom de la registrie qui, au passage, devra être un nom unique, car en fait, il va vous permettre d'accéder à un endpoint public, qui sera, ce nom-là, .azure_cr pour container registry.io. La localisation, où est-ce que vous voulez mettre cette registrie? Est-ce qu'elle aura le stockage sous-jacent, avec des zones de disponibilité? Et puis, derrière ensuite la SKU. Alors la SKU, le niveau de licence ou le niveau de service qu'on peut avoir sur cette registrie, en fait, il en existe 3. Et ça, c'est un choix qu'on va faire au démarrage, mais on va le voir après éventuellement, changer. Donc les SKU, il y en a 3. Donc on peut déployer, la solution, le service, en mode basique, en mode standard. Alors qu'est-ce que va apporter le standard? Eh bien, il va apporter simplement, plus de stockage et plus de performance, globalement par rapport à la SKU basique. Et puis, on a également une version, premium, et cette version premium, elle, par contre, apporte un grand lot, de fonctionnalités qu'on va voir, par la suite. Mais ces fonctionnalités, vont aller effectivement, de la géoréplication, par des éléments de sécurisation ou de meilleur contrôle en termes de réseau. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer, les tiers. On peut passer d'un tiers basique à un tiers standard, c'est parfaitement, documenté, et il vous suffit pour cela, alors, soit directement dans le portail d'Azure d'aller faire le changement de l'interface, soit de passer, par la CLI, auquel cas un AZ ACR update vous permettra de faire, l'opération en précisant la nouvelle SKU, que vous souhaitez. Donc pas de difficulté, là-dessus. Si on regardait dans le détail des SKU, je vous parlais tout à l'heure de performance. Donc sur les performances et les services tiers, on va s'apercevoir effectivement que les SKU vont être associés également à une certaine volumétrie en termes de stockage, associé à la Docker Registry. Donc sur une basique, effectivement, on est sur un stockage de 10 gigas, inclus, dans le prix. La standard, on est à 10 fois plus, et la premium, on est à 50 fois plus que la basique. De la même façon, effectivement,
On a des limites, qui peuvent aller beaucoup plus loin parce que finalement, ça c'est le stockage qui est inclus dans le prix que vous allez payer. On reparlera du prix tout à l'heure. Et puis, bah, ce stockage en fait peut être étendu, c'est derrière un Azure Storage en fait et donc on peut aller ju au maximum, quels que soient les tiers, jusqu'à 20 téras et en général, quand on va être dans ces options-là, on va payer, donc cette volumétrie-là sera incluse dans le prix et tout ce qui va dépasser cette volumétrie sera facturé au prix, du stockage dans Azure. Ensuite, ben, on a pas mal de choses qui sont assez communes, hein, sur, par exemple, la taille des layers, des images de containers ou la taille des manifestes et puis après vraiment c'est les performances qui vont jouer. Donc, performance, on voit effectivement clairement ici que, la premium est 10 fois plus, performante en termes de lecture, et puis, en termes d'écriture, elle est 200 fois plus rapide. Donc il y a une vraie différence qui fait que le choix de prendre la basique, la standard ou la premium va dépendre également, du nombre d'appels que vous allez faire sur cette registry. De la même façon, les bandes passantes, pour faire les pools des images ou, les bandes passantes, pour uploader, faire un push d'une image, là encore ne sont pas les mêmes, en fonction des tiers derrière. Ensuite, il y a d'autres fonctionnalités, mais globalement, effectivement, très rapidement, on va se retrouver avec toutes les choses un peu sympas dont je vais parler par la suite, qui sont vraiment, réservées globalement, au SKU, premium. La grosse différence entre le basique, et le standard ici, c'est principalement les performances, comme on a pu le voir juste au préalable. Voilà, on a vu le tour des SKU, on a vu le différent outillage pour créer et gérer après une registry. Et bien maintenant, on va regarder un petit peu tout ce qu'on peut faire de sympa là-dedans. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est fait cette registry pour stocker et manager des images, mais également pour construire des images de containers. Alors, si on commence par la partie gestion et management des images, les images que vous allez avoir dans votre Azure Container Registry peuvent en fait arriver enfin, il y a différentes opérations qu'on va pouvoir faire dessus. Donc, première chose, c'est qu'on peut importer des images de containers. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant, c'est-à-dire que si vous avez des images en Docker Hub public et que vous souhaitez les exposer ou les mettre dans une Azure Container Registry, c'est possible de manière assez simple. Donc l'importation, en fait, elle va passer donc soit depuis une image, une public registry, donc en l'occurrence, par exemple, le Docker Hub ou la Microsoft Trusted Registry. Et donc tout cela est parfaitement documenté. Donc si vous voulez importer une image depuis le Docker Hub, c'est relativement simple, hein, parce que c'est globalement une commande, hein, AZ-ACR import. Donc là, le nom de votre registry, le nom de l'image source. Donc c'est une image ici, c'est un Hello World qui est sur le Docker Hub. Et ensuite ici, on va donner le nom de l'image qui sera stockée dans la CR, sous quel nom elle sera stockée. Donc vous voyez que c'est relativement simple d'automatiser tout ça. Alors pourquoi on irait répliquer des images qui sont dans le Docker Hub pour les mettre dans une AZ, dans une registry privative? Et bien simplement quand on va avoir des environnements de type, par exemple Kubernetes ou d'autres environnements qui font tourner des applicatifs sous la forme de conteneurs, on a parfois envie de pouvoir contrôler de manière assez fine les images qui vont être utilisées et puis également de manière assez fine où est-ce qu'un cluster Kubernetes a le droit d'aller télécharger certaines images. Donc si on le verrouille à utiliser par exemple une Azure Container Registry, globalement on a un point de contrôle qui est la registry sur ce qui sera instancié au final dans le cluster Kubernetes. Donc c'est plutôt assez important de pouvoir faire ça. On peut le faire également, on peut importer bien entendu des images d'une public registry comme la Microsoft Container Registry, hein, la fameuse MCR. Là encore, il n'y a pas de différence en termes de commande par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. On est toujours sur un AZ-ACR import, le nom de la registry, la source qui là du coup va commencer par mcr.microsoft.com et puis après le nom de l'image que vous aurez à l'intérieur de votre Azure Container Registry. Plus intéressant, on peut également importer des images depuis d'autres Azure Container Registry. Alors soit des Azure Container Registry qui sont dans le même tenant, donc dans le même Azure Active Directory, soit qui sont dans d'autres Azure Active Directory. Par exemple, si une organisation a plusieurs filiales qui ont leur propre Azure Active Directory parce que historiquement elles étaient gérées par des équipes différentes et qu'elles ont des identités différentes, et même des séparations du point de vue administratif, et bien là encore, on est capable en fait d'importer dans une ACR des images provenant d'autres ACR, qu'elles soient dans le même tenant
ou dans un autre. On peut également, répliquer des images dans différentes régions. Ça, c'est un point super important. Si vous avez une applicatif, par exemple, un applicatif qui est géodistribué de par le monde, et qui va tourner sur, je sais pas, des web apps ou, des clusters, Kubernetes, c'est peut-être intéressant et c'est une bonne pratique d'amener les images au plus proche en fait des endroits où elles sont instanciées. Donc il n'y a pas une logique à avoir une seule ACR qui est un endroit, par exemple en Europe, et de dire ben, les clusters qui sont aux US vont faire des communications transatlantiques pour aller chercher les images en Europe. Donc on peut répliquer également des images dans différentes régions, c'est des fonctions de géoréplication qui vont fonctionner notamment avec le SKU Premium. Et puis, dans une container registry, on l'a vu tout à l'heure, hein, on a une volumétrie associée lorsqu'on par SKU. Néanmoins, si on est sur un process où on génère régulièrement des nouvelles versions d'images, globalement, ça veut dire qu'on met de plus en plus de choses à l'intérieur de la registry, qu'on la remplit. On n'a pas forcément besoin de garder un historique qui va de plusieurs centaines d'images ou de plusieurs centaines de versions d'une même image. Et pour le coup, du coup, il va falloir avoir une certaine hygiène et d'être capable donc du coup de pouvoir supprimer en fait des ressources dans la registry. Alors pour cela, en fait, il y a différentes options en termes de suppression. On peut bien entendu supprimer un repository, donc une image, enfin toutes les images qui sont liées à un nom donné. Voilà. On peut faire de la suppression par tag, ça c'est assez classique. Je rappelle que toutes les images Docker sont taguées avec différentes techniques pour le tag, allant de l'utilisation de l'heure de génération, enfin du moment où a été créée l'image, en passant par exemple des condensés, des hashes. Donc on va pouvoir donc supprimer, effectivement, faire de la suppression en masse par tag, supprimer par rapport à des digests, donc de manifestes, ou alors simplement également de supprimer toutes les images qui sont non taguées, hein. De toute façon, c'est une mauvaise pratique de ne pas avoir d'images taguées, donc voilà. Et puis, on va pouvoir, par exemple, sur les images non taguées, définir également des stratégies pour dire bah, qu'est-ce qu'on fait des images qui sont non taguées. Est-ce qu'on les laisse, est-ce qu'on les supprime au bout d'X temps. Et puis, on va pouvoir également mettre en place une mécanique automatique de purge en fonction de tags et de manifestes. Donc, tout cela afin effectivement de ne pas garder des choses qui ne sont pas utilisées dans la registry. Donc ça, c'était sur la partie gestion et stockage des images de containers. Ensuite, il y a la partie build container image dans Azure. Alors ça, c'est un point qui est assez intéressant, qui est, je trouve, assez peu connu finalement de ce service. Et en fait, il faut savoir c'est que ce service a des capacités de pipeline pour construire des images. Donc, ça s'appelle des ACR tasks, donc Azure Container Registry Task. Et derrière, basiquement, c'est quoi? Eh ben, c'est ni plus ni moins en fait qu'une solution cloud pour builder en fait des containers pour différentes plateformes. Alors, builder des containers, ça veut dire qu'on va pouvoir builder des containers qui sont sur base Linux x86, x64, des containers pour du Windows x64 plutôt, et puis également on peut même builder des images ARM. Les ACR tasks, au-delà de builder des images, sont également capables, on va voir qu'on va pouvoir automatiser la gestion et le patching en gros des frameworks et des OS et des layers qui sont en fait dans des conteneurs. Je rappelle qu'un container c'est constitué d'un ensemble une image de conteneur est constituée d'un ensemble de layers. On s'appuie sur une image de référence et puis après on va rajouter derrière en gros ces binaires ou ces fichiers à une image de container. Mais basiquement, il reste au final qu'on a toujours, certes pas un kernel, mais on a tout ce qui est au-dessus. Et ça peut bouger, et ça bouge parce que forcément on s'appuie sur des distributions Linux qui ont des évolutions en termes de correctifs de sécurité, etc. Qu'on s'appuie également sur des frameworks derrière ou des stacks qui ont besoin également elles-mêmes d'évoluer parce que les dépendances, elles évoluent pour des raisons de fonctionnalité ou de sécurité. Et donc, il faut mettre à jour en gros les images de containers, la différence d'un serveur qui tourne qu'on vient venir patcher régulièrement. Ici, on va créer des nouvelles images, en fait, des nouvelles versions des images de containers qui seront à nouveau redéployées là où sont utilisées ces images. Donc, cluster Kubernetes, Web App, Azure App Service, etc. Donc ces ACR tasks, elles vont permettre de répondre principalement à... alors il y a deux scénarios qui existent. Il y a le scénario dit le Quick Task. Quick Task, en fait, il permet vraiment de construire une image de container et de la pousser dans une container registry. C'est relativement simple.
Et comment on va faire pour, construire une image ou comment ce pipeline, cette fonctionnalité intégrée va permettre de construire du coup une image de container et la pousser ensuite dans la CR. Bah, l'option la plus simple et la plus connue, bah, c'est l'usage d'un Dockerfile en fait. Donc à partir d'un repo où il y aura un Dockerfile, eh bien, automatiquement la task va pouvoir se lancer. Donc ça veut dire que du coup, on va pouvoir intégrer, ces ACR tasks, eux-mêmes dans une solution de CI/CD, où on pourrait imaginer par exemple alors un CI/CD, on peut tout à fait faire la même opération, c'est-à-dire qu'on sait faire un Docker login sur une registry, on sait récupérer une image, on sait faire un Docker build, pour créer l'image, on sait taguer l'image et après on sait faire un Docker push. Donc c'est tout un ensemble d'étapes qu'on fait généralement dans les pipelines de build des images de containers. Donc ça en gros, l'AZ-ACR build permet de faire la même chose. Mais rien ne vous empêche, si vous avez un pipeline un peu conséquent qui va faire par exemple du contrôle qualité de code avant même de générer l'image de container, de ne pas avoir à faire toutes ces étapes de build dans la solution de pipeline, mais de la faire directement au niveau de l'ACR en appelant cette fameuse commande directement dans votre pipeline. Donc, globalement, du coup, faire une solution de build and push dans un pipeline existant ou dans un script est excessivement simple avec cette technologie-là, parce qu'on n'a que deux étapes, hein. Il vous faut un AZ login pour connecter entre guillemets le job à Azure, et puis ensuite faire un AZ ACR build qui va prendre le fichier Dockerfile, builder l'image associée à ce Dockerfile, et ensuite directement la pousser dans l'ACR qu'on a. Voilà. Donc ça, c'est la première façon de builder une image simple de container directement avec Azure Container Registry. L'autre façon, elle est liée directement à ce qu'on appelle les Cloud Native Build Pack. Et donc là, c'est une nouvelle commande qui existe et qui permet en fait, donc on va travailler avec deux solutions entre guillemets, ce qu'on appelle les zéro coût Builder ou les Clone Foundry Builder. Et donc ça, c'est des packs de build qui sont natifs et spécifiques à ces solutions-là, mais qui du coup vont pouvoir être utilisés directement avec Azure Container Registry. Et donc la commande va permettre de faire tout ça. Donc là, vous avez tout le détail derrière. Et ensuite, effectivement, on va appeler les builders spécifiques derrière, que ce soit effectivement Cloud Foundry ou encore les builders Heroku ici. Voilà. Donc ça, c'était les quick tasks. Finalement, c'est assez simple, hein, construire et pousser une image de container dans la registry. Ensuite, on a dans les tasks des scénarios un peu plus évolués, qui sont en gros des tasks qui vont être des tâches, qui vont être déclenchées de manière automatique. Et là, du coup, on reste dans cette notion de déclencheur telle qu'on les a dans les solutions de pipeline de CI/CD. Mais là, globalement ici, sur quoi on va pouvoir déclencher une tâche? Donc on va pouvoir la déclencher sur le changement d'un code source. Donc ça c'est plutôt logique par rapport à un Git. Donc le changement dans un repo de type Git pourra être déclenché pour les ACR tasks, soit suite à un commit, soit suite à la validation d'une pull request. À noter que ce ne fonctionne pas, cette intégration-là ne fonctionne pas avec la solution GitHub Entreprise. Aujourd'hui, pour des raisons simplement de mécanisme d'authentification, mais si vous prenez un repo GitHub public ou d'autres solutions, on ne devrait pas avoir de soucis. C'est très bien documenté derrière. Par défaut, le trigger qui est associé à ces tâches, c'est le trigger commit. Le pull request n'est pas activé par défaut, mais vous pouvez venir l'activer derrière, effectivement. Pour l'instant, currently, les ACR tasks ne supportent pas les Git, les pull requests, triggers et les commits sur du GitHub Enterprise repo de manière très spécifique. On va pouvoir également, dans ces tâches automatisées, automatiser le patching, j'en parle tout à l'heure, des frameworks et de l'OS. Donc le déclenchement va se faire donc soit suite à la mise à jour ou la présence, l'arrivée de nouvelles images de base. Et donc ces images de base seront situées dans différents endroits, hein. Donc elles peuvent être soit dans la même Azure Container Registry où la task est exécutée, soit dans une autre Azure Container Registry qui est dans la même ou dans une autre région. Donc là en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que si effectivement l'image de base utilisée pour construire l'image dans le pipeline, donc la mettre à jour et dans une Azure Container Registry, globalement c'est vraiment complètement immédiat, c'est-à-dire que dès qu'une nouvelle image va arriver
va arriver dans l'Azure Container Registry pour la partie de base, automatiquement ça déclenche la CR Task. C'est l'image par contre qui sert de base et cette image qui va du coup déclencher la mise à jour de votre image à vous est dans un repo public de type Docker Hub ou de type Microsoft Container Registry. Alors là en fait ce ne sera pas immédiat, en fait on a globalement la CR Task va aller faire un check qui va être fait sur base périodique et pas fixe d'ailleurs, entre 10 et 60 minutes. C'est un intervalle qui est random, donc aléatoire. Et donc globalement, vous êtes à peu près certain que dans l'heure qui va suivre, effectivement, s'il y a une mise à jour dans un de ces repos, dans une de ces registries publiques, eh bien automatiquement votre ACR task sera déclenché. Et donc vous aurez une mise à jour de votre image à vous. On peut bien entendu déclencher ces tasks de manière schedulée, donc là rien d'extraordinaire. On est sur une planification temporelle super classique telle qu'on la connaît. Alors, encore plus intéressant peut-être, au-delà de ces tasks scénarios qui sont fournis nativement, on a également la notion de multi-step build, test and patch task. Alors quand on regarde le détail dans la documentation de tout ça, et je vous mettrai en lien dans la description de cette vidéo le lien vers la mind map et les liens cliquables, c'est qu'on va pouvoir effectivement faire un ensemble d'étapes pour faire effectivement la construction, le test et le patch avec de l'ACR. Donc c'était avant dans les previews, ça s'appelait AZ ACR Build Task. Le nom a changé maintenant, ça a été regroupé sur effectivement le AZ ACR Task. Et donc les scénarios les plus classiques et l'usage de tout ça, c'est effectivement de faire par exemple de builder, de taguer, de pousser un ou plusieurs images en série ou en parallèle, donc ça peut être intéressant, de faire des tests unitaires par exemple derrière et en fonction du code renvoyer un résultat, d'exécuter, de capturer des tests fonctionnels, de déployer un ou plusieurs conteneurs, etc., etc. Donc là, on voit qu'il y a quand même une vraie richesse derrière qui est faite. Et donc, sur une multitask definition, eh bien, effectivement, on va venir mettre l'ensemble des étapes qu'on va vouloir faire, l'ensemble des steps, et on mettra tout ça dans un fichier YAML. Hein. Là encore, on aime bien le YAML en informatique. Et donc là, vous avez un exemple ici, par exemple de YAML, où effectivement vous avez l'ensemble des steps, donc steps avec un S, voilà, parce qu'il y en a plusieurs. Et là, on voit les différentes étapes ici qui sont faites. Donc là, ici, par exemple, c'est un build web, donc là, ça construit l'application, là, ça fait des tests, là, ça push, là, ça tag. Et ensuite, là, il y a d'autres tests qui sont faits derrière. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez des exemples qui vous sont donnés pour vous apprendre à faire ça. Et c'est plutôt assez intéressant. Ça va rappeler un petit peu pour ceux qui ont déjà fait du multi-step build dans du Docker, c'est à peu près la même chose. Ensuite, pour toutes ces tâches-là que j'ai décrites, en fait, il existe en fait un ensemble de samples sur lesquels vous pouvez vous inspirer. Ne réinventez pas la roue. Et donc, dans les samples que vous avez, eh bien, vous en avez, vous voyez, pour construire des images, pour exécuter des containers, pour builder et pousser. Et chaque fois, vous avez le format, vous avez un exemple de Dockerfile. Et puis, vous avez des YAML associés. Donc, si on reprend par exemple le build and push, ça typiquement build and push image dans plusieurs registries, on peut aller regarder le YAML qui est associé derrière. Et là, vous avez le détail. Effectivement, là, il y a plusieurs étapes qui build et qui push. Et puis là, on le fait plusieurs fois. Mais ce sera fait par une seule ACR task. Alors, on ne peut pas parler d'Azure Container Registry qui va être un endroit quand même assez sensible, vu qu'il va contenir finalement quelque part vos images applicatives la plupart du temps. Donc il faut parler effectivement de sécurité avec tout ça. Et donc ça c'est un point qui est assez important. C'est qu'il va falloir effectivement comprendre comment fonctionne la sécurité d'une Azure Container Registry. À savoir, c'est que vous avez en gros l'Azure Container Registry est séparée en deux grandes parties. D'un côté, on a la partie control plane, qui est vraiment l'aspect administratif sur lequel vous allez définir, par exemple, ce que vous pouvez faire. Donc si vous êtes dans votre portail Azure et que vous avez une Azure Container Registry, vous voyez que vous avez ici un ensemble de paramétrages que vous allez pouvoir faire en fonction, bien entendu, de vos privilèges. Donc ça, c'est ce que j'appelle le control plane. Et puis il y a la deuxième partie qui est vraiment ce que va contenir la registry et l'accès finalement aux images stockées. Donc si on va dans la partie repository ici, on va avoir ici un ensemble d'images qui sont disponibles. Maintenant la question c'est comment je contrôle l'accès et l'usage de ces images. Donc ça c'est la partie data plane.
Donc le contrôle plane, vous aurez compris, hein, il se contrôle, nativement avec effectivement, le airbag d'Azure. Donc l'Azure AD, l'Azure Airbag avec l'Azure Active Directory. Mais en fait, l'accès au data plane, par défaut, normalement, on va plutôt avoir tendance à utiliser également l'Azure Active Directory pour accéder en fait à ce data plane et vérifier qui a le droit d'accéder à ce data plane. Donc qui a le droit? Là, c'est là où on va se poser la question des identités. Donc on est sur de l'Azure Active Directory. Donc vous l'aurez compris, en termes d'identité, quand on va faire l'authentification derrière, on va passer bien entendu par des users, des groupes. Ça peut être des services principal si on est dans un cas d'applicatif. Et si on est sur des ressources dans Azure, on va carrément pouvoir utiliser des managed identity. Prenez le cas par exemple d'un cluster Kubernetes. Alors ce cluster Kubernetes, eh ben, il peut avoir une User Managed Identity ou une System Managed Identity, et c'est celle-ci qu'on va utiliser pour lui dire, bah, toi, tu es un cluster, tu vas juste venir chercher des images, donc je vais te donner un droit de type pool, donc le droit d'aller chercher des images. D'accord. Alors, il existe tout un ensemble de rôles prêts à l'emploi, donc de gabarits de permissions, entre guillemets, hein, qui existent dans Azure. Et ils sont plutôt bien documentés. Vous avez donc ici un magnifique tableau qui va vous dire effectivement il y a tous ces rôles-là qui existent au niveau d'une Azure Container Registry, et ça correspond en gros à différents niveaux de privilèges derrière, tant au niveau du control plane que du data plane. Donc le control plane, c'est vraiment, on va dire, c'est principalement ces éléments-là qui vont nous intéresser, hein, voilà, créer ou supprimer une registry, où aller modifier ses propriétés. En gros, on va travailler sur les honneurs et les contributeurs. Éventuellement, le reader peut voir la configuration sans pour autant la toucher. Par contre, après, tous les autres, les autres built-in roles qui existent, le ACR push, ACR pull, ACR delete et ACR image signer, portent bien leur nom. Ils vont plutôt travailler eux, sur la partie data plane, à savoir être capable ou pas d'aller pousser des images, d'aller récupérer des images, de supprimer des images, de changer des stratégies. Donc ça, ce sera plutôt au niveau administratif, et de les signer. Ça, ce sera un rôle particulier qui sera lié à la signature des images. Donc ça veut dire que par exemple, on va reprendre l'exemple du cluster Kubernetes. Vous avez un cluster Kubernetes AKS qui va fonctionner avec une Azure Container Registry. Il va falloir à un moment donner un droit à ce cluster d'aller faire un pool, d'aller chercher les images dans l'Azure Container Registry. Donc en l'occurrence, ce sont les worker nodes qui vont aller faire le pool. Et ce sera initialisé par le kubelet. Et donc du coup, on va donner, en fait, on va prendre les managed identity des VM-scale set des worker nodes, et lui dire, ben, ces worker nodes ont le droit d'aller chercher, ont le droit ou ont le rôle ACR pool directement sur la registry. C'est le minimum qu'on va faire. Alors au passage, c'est des choses des fois qu'on ne voit pas, parce que quand on fait les assistants de création, par exemple d'un cluster Kubernetes, si on le fait dans le portail d'Azure, à un moment on va vous demander est-ce que vous voulez vous attacher à une registry, et puis on dit oui, je m'attache à telle registry. En arrière-plan, ce qu'il fait derrière, c'est simplement qu'il va associer effectivement l'identité à ce rôle par rapport à l'objet registré. Alors il existe également un autre moyen d'accéder au control plane. On a la possibilité d'activer un login mot de passe. Alors c'est désactivé par défaut, hein, heureusement. Et si vous allez sur une ACR et que vous allez dans la partie Access Key, vous avez cette option-là qui existe, qui est d'activer le admin user. Si vous faites ça, vous allez du coup avoir un login admin et puis un mot de passe complexe que vous pouvez utiliser. Donc ça, on évite de l'utiliser parce que c'est jamais très bien en termes de sécurité. Un login mot de passe, ça peut se perdre ou ça peut être mal stocké. Mais on peut avoir le cas des fois où on a des vieux systèmes qui ne savent pas interagir autrement qu'avec un login mot de passe. Et c'est pour ça que cette option existe, mais si possible, évitez de l'utiliser. Plus intéressant par contre, c'est qu'on peut également s'authentifier auprès du data plane en utilisant un token. Et donc on a une notion de token et de scope map, hein, qui existe dans ACR, qu'on va retrouver ici. Et vraiment ici on est en train de parler du repository permission, donc du contrôle d'accès en fait au data plane, et donc à ce qui est stocké à l'intérieur. La beauté de cette fonctionnalité-là, qui sont, alors au moment où je fais la vidéo encore en preview, c'est que les tokens vont permettre du coup de donner une permission très très granulaire, à la place de dire
un cluster, par exemple, a le droit de voir l'ensemble des images qui sont dans une Azure Container Registry. On va pouvoir lui cibler, par exemple, au niveau de Kubernetes, dire tu ne vas prendre en fait que avec ce token, tu n'auras droit à que ces images-là et pas d'autres. Voilà. Donc là, ça permet de faire quelque chose de très très granulaire. Ça, c'est pour le cas où vous avez une seule Azure Container Registry qui contient différentes images qui n'ont pas lieu d'être utilisées par tous et n'importe comment. On ne peut pas parler de sécurité sans parler de chiffrement at rest. Et le chiffrement at rest, en fait, il va passer par le chiffrement de la partie data plane. Donc à savoir, c'est que l'ensemble des images stockées dans l'Azure Container Registry sont stockées en arrière-plan dans de l'Azure Storage, un compte de stockage que vous ne voyez pas, mais c'est un storage account derrière. Et globalement, on a les mêmes options de chiffrement at rest qu'on a avec un compte de stockage, à savoir par défaut, le compte de stockage peut être chiffré at rest avec une clé de chiffrement qui est gérée par le service, c'est-à-dire par Microsoft. Et si un client veut lui-même gérer sa clé de chiffrement, auquel cas il peut se mettre dans un mode Customer Managed Key, une CMK, et donc en gros il va avoir une paire de clés qui vont chiffrer la clé de chiffrement, et cette paire de clés sera stockée bien entendu dans un Azure Key Vault. Dès qu'on parle de CMK dans Azure, derrière c'est le service Azure Key Vault qui va stocker tout ça. Concernant les images, il est de bon ton aujourd'hui désormais de scanner les images de containers qu'on met dans une Azure Container Registry pour être certain de ne pas avoir des images qui sont vulnérables parce qu'elles ont des composants qui sont trop vieux au niveau des layers, ou des images qui contiennent par exemple du code malveillant qui ferait du crypto mining ou qui mettrait des rootkits et des choses comme ça. Donc il y a deux options pour sécuriser et scanner les images qu'on peut avoir dans une Azure Container Registry. La première, qui est vraiment très intéressante, c'est Microsoft Defender for Container Registry. Donc ça c'est basé, alors ça ne scanne que les containers Linux, les images de containers Linux aujourd'hui, et c'est basé sur les technologies de Qualys. Et donc ce Microsoft, alors qui s'appelle Microsoft Defender for Registry, va en fait directement être intégré dans ce qu'on appelle Microsoft Defender for Cloud. Et globalement, ça va scanner, ça va scanner les images dès qu'elles sont poussées dans la registry, dès qu'elles sont importées dans la registry, ou dès qu'elles sont utilisées dans les 30 jours. Voilà. Et là, globalement, on est facturé à l'image scannée une fois par image. Vous avez tout le détail derrière. C'est plutôt une bonne idée. Ça permet tout de suite d'avoir une remontée en fait dans Security Center, maintenant Microsoft Defender for Cloud, de savoir quelles sont les images, est-ce qu'elles sont à jour ou pas, et est-ce qu'elles ont besoin d'être patchées. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée. Une deuxième façon également qui est documentée dans la doc de Microsoft, c'est d'utiliser GitHub Action et donc de scanner directement en fait les images de containers via des pipelines de CI/CD. Alors pour cela, en fait, dans le pipeline, on va faire des images et des scans d'images de conteneurs. Et il y a deux technos qui sont utilisables. Donc le Container Image Scan est un GitHub Action, donc c'est un ensemble d'actions qui ont été toutes packagées pour vous. Et puis donc vous avez derrière les informations à mettre en entrée, et puis on vous dit ce que ça va sortir derrière. Donc ça va sortir des choses comme ça, des rapports qui vont vous dire par exemple sur cette image, il y a telle chose qui est pas bien, etc. Ou il y a telle vulnérabilité avec le CVE qui est associé derrière. Et donc ça, c'est une GitHub Action que vous pouvez directement utiliser dans vos workflows GitHub pour effectivement avoir une meilleure qualité du code. Alors, point intéressant, en interne de ce GitHub Action, il y a deux technos qui sont utilisés. Il y a Trivy, il y a Dunkel. Et ça, ce sont des solutions qui sont des solutions open source. Donc Trivy, en fait, c'est publié par Aqua Security, qui est un fournisseur de solutions de sécurité de containers. Et donc cette partie-là, on va dire qu'elle est open sourcée. Donc là, on est vraiment sur un scanner de vulnérabilité pour les images de containers, les file systems et les Git repos. Voilà, donc ça c'est plutôt assez intéressant. Et la deuxième solution qui est également utilisée, c'est Dunkel. Et Dunkel, lui, est un linter de sécurité qui essaie effectivement de vous faire appliquer les bonnes pratiques Docker, et c'est relativement simple à utiliser. Donc tout ça, en fait, ça a été packagé dans l'action GitHub par les équipes Azure, et donc vous pouvez directement utiliser cette action GitHub dans vos pipelines et vos workflows GitHub. Voilà. Toujours dans la partie sécurité, donc on a vu chiffrement, contrôle des accès, il y a également la partie
signature avec ce qu'on appelle le Content Trust. Donc le concept du Content Trust, donc là encore, c'est basé par rapport à, par rapport à des choses qu'on crée Docker, et donc l'idée en fait, derrière le DCT, c'est de, utiliser en fait des signatures digitales pour les données, qui sont envoyées ou reçues depuis, les Docker Registries. Donc là encore, bah, l'idée c'est de dire: «Je vais aller chercher du contenu dans une Docker Registry, je veux m'assurer que ce contenu a bien été signé». Heu et de la même façon, quand je vais publier du contenu, la registry pourra dire: «J'accepte du contenu, mais uniquement du contenu, signé». Donc le bon côté, c'est que c'est comme dans des binaires, dans des systèmes d'exploitation, si c'est signé par l'éditeur ou ceux qui ont construit les images, normalement, c'est un peu plus de confiance. Donc la fonctionnalité Content Trust d'Azure Container Registry va permettre donc du coup de signer des images. Et donc généralement, cette signature des images va se faire dans un pipeline, ce qui permettra du coup d'avoir des images dites de confiance, et ces images trustées, ben, on pourra les utiliser, enfin les systèmes pourront les utiliser lorsqu'ils vont aller chercher les images, et puis ils vont pouvoir également, pousser ces images, et on ne validera que les images qui sont poussées. Et puis comme on est sur de la signature, on va utiliser des clés de signature. Donc vous avez au passage dans la documentation un exemple de pipeline en Azure DevOps, donc un Azure Pipeline pour aller faire tout ça. Là encore, vous aurez les liens dans la mind map, mais tout est plutôt bien documenté. Et effectivement, ici, on va dire que la tâche particulière est effectivement d'aller chercher une clé privée et ensuite de faire ces opérations-là, pour pouvoir aller après, du coup, signer cette image qui sera ensuite par la suite poussée dans la registry derrière. Et puis là, vous avez tout le détail derrière. Donc, vous pouvez vous appuyer là-dessus. Il n'y a pas d'exemple de workflow GitHub, mais c'est pas, fondamentalement, c'est pas très différent. Alors, si vous voulez du Content Trust, il y a un point important, c'est qu'il vous faudra, pour que ça fonctionne après, il va falloir du coup activer du côté de l'ACR, de l'Azure Container Registry, le Registry Content Trust. Donc ça, rien d'extraordinaire là-dedans. On s'en doute que ça va se retrouver probablement dans l'interface et probablement ici. Donc, au passage, on vous précise bien que pour le Content Trust, il va vous falloir une registry avec la SKU Premium. Et puis, une fois que ce sera activé, effectivement, et ben, vous pourrez pousser des images trustées dans la registry. Et puis voilà. Donc ça, c'est le premier élément à faire. Et puis ensuite, eh ben, c'est au niveau des clients qui vont aller chercher les images qu'il va falloir activer effectivement cette notion de je ne récupère que des images qui ont été signées par tel éditeur, telle compagnie. Alors dans la sécurité, je pourrais parler également du réseau, que j'ai séparé volontairement dans la carte ici. On doit se poser la question effectivement de cet Azure Container Registry, comment on va y accéder? Est-ce qu'on fait un accès entre guillemets «public»? Alors public dans le sens où on va passer par un endpoint public, hein, endpoint au sens Azure. Donc, le endpoint en fait, les accès, les endpoints publics, en fait sont au nombre de 2. On a la partie, purement login, donc, l'authentification à l'ACR, et c'est là qu'on va avoir, effectivement, des URL de type, le nom de votre Azure Container Registry.azurecr.io, le nom étant unique ici. Donc ça, c'est la partie login serveur, et ensuite on a la partie data endpoint qui lui, en fait, sera en fait, globalement des URL de type, storage, parce que je vous l'ai dit derrière, hein, derrière l'Azure Container Registry, c'est du storage Azure. Donc on aura quelque chose derrière qui se terminera par, probablement, .blob, .windows.net, .blob, .core, .windows.net. Et donc là, par défaut, effectivement, c'est le nom général, on ne sait pas exactement. Si on veut avoir des data endpoints dédiés avec un nom fixé, il est possible du coup de les définir, et donc du coup on va pouvoir dédier un nom particulier qui sera effectivement le nom .blob, .core, .windows.net, ce qui permettra d'avoir quelque chose d'un peu moins ouvert que simplement dire j'autorise tous les étoiles .blob, .core, .windows.net. À noter, c'est que on va pouvoir du coup faire des data endpoints par exemple par région, et on va pouvoir utiliser ces mécanismes également de réplication qui sont d'ailleurs propres au compte de stockage. On peut également choisir d'avoir un accès privatif, c'est-à-dire d'avoir par exemple un cluster Kubernetes qui est installé en mode privé. On ne veut pas passer par un endpoint public, on ne veut pas exposer, même si c'est sécurisé par l'authentification, l'Azure Container Registry. On va pouvoir utiliser du coup un Private Endpoint Connection, et donc du coup associer son service Azure Container Registry à un subnet dans un virtual network. On fera une intégration DNS pour pouvoir une résolution correcte de la part des clusters Kubernetes ou des web apps ou des Azure Container Instances, avec une résolution interne vers l'IP interne
et donc c'est ce qu'on appelle le private access. Partie endpoint, si vous voulez lister l'ensemble des endpoints que vous avez sur une Azure Container Registry, principalement intéressant quand vous avez fait un data endpoint dédié, là encore vous avez une commande azacr show endpoint. On a vu le réseau, on a vu pas mal de choses. Qu'est-ce qui nous reste? Ah bah on est quasiment à la fin, on va regarder la partie monitoring, ça c'est important. Donc, pour le monitoring, bah, il va falloir surveiller, bah, en gros, comment utiliser la registry en termes de volumétrie. Donc vous avez une première commande assez intéressante qui est le azacr show usage. Donc il va vous donner effectivement bah, des informations sur l'utilisation du stockage de votre registry, donc en gros le taux de remplissage pour faire simple. Mais plus intéressant, sur la partie monitor, on va avoir effectivement bah, deux choses qui vont nous intéresser. D'un côté des métriques liées au service Azure Container Registry, et de l'autre effectivement tout un ensemble de logs. Et c'est peut-être dans les logs qu'on pourra voir effectivement si on a des problématiques d'accès ou les fréquences d'accès de certains services. Sur les métriques, il y en a plein, on ne va pas tous les lister, mais globalement elles sont bien documentées, qui vont aller effectivement du stockage utilisé, ça c'est le basique, le nombre de pools qui ont réussi, le nombre de push qui ont réussi, et puis également des choses qui sont intéressantes comme l'agent pool CPU time. On va avoir des agents qui vont effectivement faire des traitements dans les tasks. Ce temps de traitement, c'est du compute, donc ce compute, on va le facturer, donc c'est important de pouvoir voir également combien de temps effectivement ces traitements vont pouvoir prendre. Donc on a un certain nombre de métriques qu'on va pouvoir du coup réutiliser dans des dashboards Azure Monitor. Qu'est-ce qu'il nous reste? Alors il nous reste le pricing, combien ça coûte? Combien ça coûte? Alors, il y a 3, on va dire, 3 postes de coûts, si on compte le pricing. Effectivement, on va regarder le pricing lié à l'Azure Container Registry. Donc si on regarde le détail des pricing, d'une Azure Container Registry, donc bien entendu, c'est lié, à la région, les prix ne sont pas les mêmes et c'est un prix qui est par jour. Ça, c'est important. Donc, vous avez le prix ici, par jour, d'une basique versus une standard versus une premium. Donc vous voyez qu'on a un ratio de 10 entre une basique et une premium. On a un ratio de 50 sur le stockage associé également derrière, d'accord? Et la premium effectivement va donner plus de performance et puis, également plus de fonctionnalités. C'est un prix par jour, donc ça veut dire au plus gros, si on prend une calculatrice, si on était ici en France centrale, on ferait 1,489 multiplié par les 31 jours, soyons fous, hein. Et ça nous fait effectivement, dans sa version la plus élevée, l'Azure Container Registry, un prix d'un peu moins de 50 € TTC par mois, pour 500 gigas de stockage et l'ensemble des fonctionnalités que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc finalement, c'est un service qui est assez peu onéreux dans le sens où si on voulait faire l'équivalent avec des machines virtuelles par exemple, et ben ça coûterait probablement plus cher et ce serait plus embêtant parce qu'il faudrait le maintenir en condition opérationnelle, il faudrait au moins 2 machines virtuelles pour assurer la haute disponibilité, alors que là on a un service complètement disponible avec un SLA derrière et donc du coup, bah, tout est bien packagé, tout est bien maintenu en condition opérationnelle pour finalement un coût qui est relativement faible, par rapport à la volumétrie et les fonctionnalités qui sont associées. À noter, c'est que, ce coût va se démultiplier, si on choisit d'avoir une géoréplication sur plusieurs régions. Effectivement, la majorité du coût est liée au stockage, donc si effectivement je géoréplique, mon ACR vers une deuxième région, bah, ça me coûte 2 fois le prix, tout simplement. Vous avez compris le principe. Si on dépasse par exemple ici les 500 gigas de stockage pour une premium, eh bien le coût du stockage va se rajouter, donc on va rajouter 0,3 centimes d'euros par jour par giga supplémentaire à l'intérieur de la registry, et sachant que le maximum est de 20 Tera comme on l'a pu le voir tout à l'heure. Pour les parties pipeline, c'est-à-dire les ACR tasks, eh bien, ici, on va rentrer simplement sur des coûts de compute à la seconde. Et donc ici, vous avez effectivement le prix que ça va coûter à la seconde. Alors là, on est sur les pools de création qui sont des pools, on va dire, mutualisés hein, pour tout le monde. Et puis, bah, en fonction des tâches, bah, ils prennent quand c'est disponible. Vous pouvez également avoir des agents dédiés.
Pour l'instant, on est sur le même prix, derrière, sachant que c'est en preview, donc il y a des choses qui peuvent également un petit peu changer. Mais là, on vous dit effectivement que c'est lié au nombre de processeurs qui seront alloués derrière. Là, ce sera pour ceux qui veulent vraiment avoir, des agents plus rapides que les agents mutualisés, qui sont de base fournis ici. Là, donc on est mi-décembre, 2021, c'est encore en preview cette fonctionnalité-là. Voilà. Donc là, on a vu la structure de coût de la partie, purement ACR. Si on regarde maintenant, dans les autres choses qu'il y a à payer, bah, il va y avoir la bande passante parce qu'effectivement, ça, la bande passante, ça correspond à ce qui va, rentrer et sortir des data centers, plutôt ce qui va sortir en l'occurrence ici. Mais globalement, si vous transférez, donc si vous êtes en interrégion, ça peut avoir un coût. Donc par exemple, si vous avez votre Azure Container Registry, qui est en Europe et votre cluster Kubernetes qui est aux États-Unis, ce qui n'est pas forcément le meilleur déploiement, la meilleure option. Mais là, pour le coup, on va vous facturer effectivement des frais de transfert. D'où l'intérêt également de géorépliquer les Azure Container Registry et de toujours être dans cette optique de dire je mets mes registries à côté de l'endroit où les containers sont réellement instanciés. Voilà. Donc c'est ça va falloir regarder parce que si effectivement on a beaucoup d'images et qui sont régulièrement poolées, que les images sont grosses, ça peut engendrer quelques coûts additionnels. Donc voilà, attention à ça, pensez-y bien lorsque vous allez faire votre simulation. Dernière chose, la partie Azure Defender for Container Registry. Donc ça, c'était le scan avec la technologie de Qualys des images de conteneurs qui sont poussées dans l'Azure Container Registry. Là, le coût, il est simple, c'est 0,29 $ par image scannée, tout simplement. Et puis, dernière chose, je crois que j'ai rien oublié, on est pas mal pour la fin de cette vidéo, c'est l'évolution de tout ça. Donc il y a une roadmap. La roadmap, elle est publique, elle est dans le GitHub. Et là, vous avez différentes informations là-dessus. Donc il y a des choses qui sont en train d'arriver. Et puis après, vous avez l'ordre de priorité. Donc ça vaut le coup d'aller d'aller jeter un œil. Il y a pas mal de petites choses à l'intérieur. Et puis c'est là également, parce que c'est un GitHub que vous pouvez également venir éventuellement contribuer ou ouvrir une issue s'il y a besoin. Donc voilà, vous avez un repo en fait spécialement qui est github.com/azure/acr et à l'intérieur effectivement vous avez pas mal de choses que je vous ai déjà expliquées derrière, mais qui vous réexpliquent encore d'autres choses sur différents sujets. Donc c'est un bon point pour avoir plein de références sur l'ensemble du service, jusqu'aux présentations qui peuvent avoir lieu ou les jobs qui sont disponibles si ça vous intéresse de bosser dans cette équipe. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie, puis à bientôt pour d'autres brèves introductions sur des services Azure. Merci, au revoir.